Bienvenue dans cette semaine en France. Focus comme chaque semaine sur les principaux titres de l'actualité de ces derniers jours dans notre pays. Un projet de loi sur la fin de vie est examiné en ce moment par les députés français. Entre doute et conviction, c'est un débat intense qui est aujourd'hui engagé. Et puis à l'image de la semaine, on y reviendra, celle d'un élu brandissant un drapeau palestinien dans l'hémicycle français. Pour nous accompagner cette semaine, notre confrère de l'hebdomadaire Politis, Lucas Sarafian. Bonjour à vous, Lucas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je l'évoquais à l'instant, la fin de vie, un sujet intime, un sujet complexe et sensible aussi. Une proposition de loi est examinée en ce moment même à l'Assemblée nationale. Ce texte, le 4e sur le sujet, en 25 ans, instaure pour la première fois une aide à mourir. Avant d'aborder ensemble les débats, écoutons ce qu'en disent les principaux acteurs. Natacha Vesnich et Jonathan Walsh sont allés à la rencontre de malades et de soignants qui militent pour cette aide à mourir. Loïc Rézibois a 46 ans. Sa maladie de Charcot a été diagnostiquée en septembre 2022. Depuis plusieurs mois, son corps ne le porte plus. Cet ancien tennisman de haut niveau ne peut désormais plus rien faire sans l'aide de son épouse Caroline. Pour être très concret, la maladie de Charcot, c'est une maladie qui est un 1 à 1 vos muscles. Et vous finissez sans pouvoir bouger, mais même pas le petit doigt, sans pouvoir parler, d'ailleurs mon élocution est déjà touchée, et sans pouvoir manger. En gros, vous êtes un légume avec un cerveau. C'est ça la vérité. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, Loïc milite sans relâche en faveur de l'aide à mourir dans la dignité. Pour être tout à fait sincère, le combat que je mène, ça donne du sens à ce qui m'arrive. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est que en France, le plus tôt possible, on arrête de mal mourir. C'est aussi simple que ça. À la maison de Gardanne, près d'Aix-en-Provence, on ne voit pas d'un bon œil la légalisation de l'aide à mourir. Cet établissement de soins palliatifs accueille des personnes atteintes de maladies incurables. Ici, on ne parle pas de malades ni de patients, mais de résidents. Les gens qui viennent ici, ils viennent aussi avec des demandes de mourir, avec des demandes d'euthanasie. Et la demande, ils ne l'oublient pas, ils la reportent. À partir du moment où on les soigne bien, donc moi je suis persuadé qu'il faut développer les soins palliatifs en priorité. C'est pour ça que cette loi est une espèce de mélange de tout, et ça me paraît dangereux. Voilà pour cet extrait. L'intégralité de ce reportage est à retrouver sur notre site internet. Lucas, je le disais à l'instant, ce sont des débats assez complexes qui touchent à nos convictions personnelles, à l'intime aussi. Est-ce qu'on peut déjà établir un premier bilan des échanges de cette semaine, des débats de cette semaine dans l'hémicycle ? Le texte vient d'arriver à l'Assemblée. Il y a eu un débat avant une semaine en commission spéciale où il y a eu aussi des débats assez intéressants, je dois dire. Et là, le texte vient d'arriver à l'Assemblée et les députés sont intéressés à la question des soins palliatifs. Donc il y a eu... ils sont accordés sur la création des centres d'accompagnement spécialisés sur les soins palliatifs. Il y a eu aussi... L'Assemblée nationale a pour l'instant adopté une loi de programmation pluriannuelle sur cette question-là. Donc c'est là, pour l'instant, on s'intéresse à la question des soins palliatifs. Ça veut dire effectivement que ces soins palliatifs n'ont pas été négligés parce que c'était la crainte de certains de pouvoir permettre l'existence de cette loi pour pouvoir accompagner les malades qui souhaitent simplement mettre un terme définitif à leur souffrance. Et certains médecins redoutaient justement que finalement on néglige les soins palliatifs. On le rappelle, les soins palliatifs sont aussi essentiels pour soulager la souffrance des malades. Justement, le gouvernement voulait absolument éviter ce débat et voulait fonctionner sur ses deux jambes. D'un côté, on travaille sur les soins palliatifs qui sont en difficulté en France. On voit qu'il y a une répartition inégale des soins palliatifs en France. Et de l'autre côté, on travaille à la dépénalisation de l'aide à mourir. Le vote solennel de ce texte se tiendra le 11 juin prochain. Il doit ensuite poursuivre cette navette. Ça va être encore long. Ce sera pas demain, cette loi sur la fin de vie. Non, ce ne sera pas demain. Surtout que Catherine Vautrin sur France Inter hier l'a dit qu'il n'y aurait pas de processus accélérant type 49.3. Donc il y aura, sous-entendu, il n'y aura pas de 49.3. Pas de passage en force. Pas de passage en force. Pas sur cette question-là. Oui. Et le message serait très catastrophique du côté du gouvernement. Là, pour l'instant, la ministre en charge de ce dossier-là a dit qu'il y aurait 2 lectures à l'Assemblée nationale, au Sénat cet automne, et ensuite pour une adoption courant 2025. Il y a différentes lois qui ont été adoptées en France. Certains se sont même posé la question de ce nouveau texte. On peut peut-être prendre le temps de faire quelque chose d'un petit peu plus pédagogique, justement, pour expliquer
qu'elle est différente et inédite, cette loi-là ? Alors, il y a la loi de 2002, Kouchner, qui permet l'évitement de l'acharnement thérapeutique. Il y a la loi Claes-Leonetti en 2016 qui autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Là, cette loi, elle ouvre clairement la question de la dépénalisation de l'aide à mourir avec certains critères. Il faut être majeur, résider en France, avoir la nationalité française, souffrir de douleurs insupportables et être capable d'exprimer sa volonté d'aide à mourir. Et puis, surtout, d'être atteint d'une maladie grave, incurable. Et réfractaire au réfractaire au traitement, mais surtout avec une affection en stade avancé ou en phase terminale. Autre sujet auquel on va s'intéresser ensemble, Lucas, parce que c'est aussi ce qui marque l'actualité en France, c'est cette dernière ligne droite dans la campagne avant les européennes de la semaine prochaine. J'interrogeais tout à l'heure notre invité sur l'intérêt des Français quant à ces élections européennes. Est-ce que cet intérêt est évident ou pas ? Pour le moment, il y a des signes qui montrent que l'abstention pourrait être importante. Je prends l'enquête Odoxa hier qui table sur 50,6% d'abstention. C'est supérieur au taux de 2019. Il y a aussi l'enquête Ipsos cette semaine qui dit qu'un jeune sur 3 pourrait être un abstentionniste probable ou potentiel. Donc pour l'instant, il y a des signes qui montrent que le désintérêt est certain. Est-ce que ces chiffres, c'est simplement propre à cette élection européenne ou est-ce que c'est révélateur de toute élection, qu'elle soit locale ou nationale ? Là, pour le moment, cette abstention, elle s'inscrit aussi dans un contexte général de défiance envers le fait d'élire des députés en France. Il y a une crise de la représentativité. En France, c'est vrai qu'on a du mal et on s'intéresse, en tout cas, peu au système électoral. On s'y intéresse peu et peut-être que de l'autre côté, on n'a pas forcément suscité cet intérêt. Il y a eu quoi ? Où est-ce que ça a pêché ? La pédagogie, l'explication ? Oui, il y a un manque de pédagogie. C'est difficile pour les candidats de faire campagne et de faire comprendre aux électeurs aussi des sujets qui sont complexes quand même. C'est des institutions qui sont complexes. C'est difficile de comprendre vraiment le fonctionnement clair et c'est difficile aussi de dire, voilà, cette élection, elle va changer quotidiennement la vie des gens. C'est vrai que les électeurs ont du mal potentiellement, peut-être, ont du mal à percevoir les conséquences de cette élection sur leur vie quotidienne. On sera fixé en tout cas la semaine prochaine sur ce taux de participation. Je voudrais aussi vous faire réagir à ce qui a marqué en France une image, celle d'un élu de la France insoumise, Sébastien Delogu, qui a brandi le drapeau palestinien dans l'hémicycle. On rappelle que c'est interdit. Le député de la France insoumise a fait savoir qu'il avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il dénonce un 2 poids, 2 mesures. Voilà, l'image est juste derrière vous. 2 poids, 2 mesures dans le sens où le drapeau ukrainien a été permis, pas celui de la Palestine. Alors c'est ce que dit la gauche. Il y a aussi une question de disproportion parce que la gauche parle d'exemples. Je prends l'exemple de 2019. Sébastien Nadeau, donc un ancien député de la majorité présidentielle, ça s'appelait encore La République En Marche, qui a brandi une banderole La France tue au Yémen et il a eu un rappel à l'ordre. Ils prennent aussi l'exemple de décembre 2023 où 39 députés de gauche ont fait une requête à l'Assemblée nationale visant à lever l'immunité parlementaire de Meyer Habib, le député assimilé apparenté LR, parce qu'il avait dit « Et ce n'est pas fini » en parlant d'un agent du ministère des Affaires étrangères tué à Gaza. Et la requête n'avait pas abouti. Donc il parle d'une disproportion sur ce sujet-là, en effet. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous pour tous ces éléments. Et voilà ce qu'on pouvait retenir de l'actualité en France. Autre chose, la Nouvelle-Calédonie maintenant. La situation s'apaise peu à peu dans l'archipel. Les discussions sont ouvertes. La mission de dialogue dépêchée par le chef de l'État échange en ce moment avec les acteurs concernés, près de 3 semaines après le début des émeutes. Sachez par ailleurs que le quartier de la Rivière-Salée, dans le nord de Nouméa, a été repris par les forces de l'ordre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en France. Merci de votre attention.